Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission Jardinons en santé. C'est une émission qui paraît une fois par mois sur les ondes de CIFA, la radio du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Et je m'appelle Paul Lalonde et je suis ici avec Gilbert Powell. Gilbert, comment ça va? Ça va pas trop pire, Paul. Il fait pas mal beau à soir. Hein? Moi, j'ai un beau coucher de soleil là, qu'on surveille. So, c'est vraiment nice, au moins aujourd'hui. Hein? Oui, on a un petit brin d'été qui commence. Et en plus de ça, je passais sur le chemin et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de landes en Fred Jonesir. Et Oui. ça m'a baillé l'idée qu'on pourrait parler des landes, des pelouses. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça, c'est une bonne idée. Nous autres, cette année, on a été un petit brin left wing. On a fait le no mow May. Ça veut dire qu'on a laissé notre pelouse pousser pour tout le mois de mai. Le pauvre petit chien voulait qu'elle saute, elle se cacher partout dans le gazon. Et puis, on a fait ça pour aider les abeilles. Et puis, ça, l'apiculteur était ici à la fin de semaine. Puis, il nous a dit que les abeilles étaient de meilleure santé qui n'ont jamais été ici cette année. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'une abeille est en bonne santé? Moi, j'ai aucune idée, mais j'étais vraiment fière des abeilles, puis la santé des abeilles qui étaient ici. Puis, on avait fait ça, on avait laissé notre gazon pousser pour tout le mois de mai pour que les pissenlits fleurissent, parce que les pissenlits, le nectar des pissenlits est vraiment haut en vitamines puis nutriments pour les abeilles. C'est pareil comme les feuilles de pissenlit, Paul. Tu sais, les feuilles de pissenlit sont bonnes pour nous autres. Puis c'est parfois bon de les manger le printemps. So, on avait beaucoup de pissenlits. Et puis, on avait trouvé quelque chose de différent. Une fois que les pissenlits ont commencé à produire le fruit, on a trouvé que il y avait beaucoup de comment est-ce qu'ils les appellent, les oiseaux jaunes. Pour les chardonnerets? Oui. On avait beaucoup d'oiseaux jaunes. Eux aiment à manger les graines de pissenlit. Oui. Oui, et en plus, les graines de pissenlit ressemblent beaucoup aux graines de chardonneret, chardon, excuse-moi. C'est comme de la soie, oui. So, basically, juste pour le dire, le thème de notre émission ce soir, c'est pardon, les pelouses, mais aussi les alternatives aux pelouses. Et à cause que notre émission, le sujet de l'émission, c'est le jardinage en santé, en fait, on veut présenter aux écouteurs des alternatives qui sont plus écologiques à la pelouse standard qu'on trouve autour des maisons. So, Gilbert, on pourrait peut-être parler de la pelouse typique autour d'une maison à cette heure-là. Pourquoi est-ce que c'est pas écologique? Ben, l'affaire, c'est la pelouse typique. Puis ici, dans le voisinage, puis j'aime pas parler de mes voisins, mais je vais parler de mes voisins pareil. Il y a beaucoup de personnes qui sont retirées, puis ils aiment à tondre les pelouses. Ici, à tous les jours de la semaine, j'entends une tondeuse. Moi, je travaille dehors, hein? Oui. Donc, à tous les jours de la semaine, j'entends une tondeuse. Puis il y a des voisins qui tondent le gazon à tous les jours. Ils tondent des immenses montants de gazon. Il y a le petit ride-on, puis il aime à faire ça. Puis, et puis, il faut que le gazon soit parfait. Il ne faut pas qu'il y ait une feuille d'herbe qui est pliée
pas rien, si tu as un petit brin d'herbe qui reste sur le fait, il râpe tout, puis faut pas qu'il y ait une pissenlit. Et puis puis quand que tu gardes un gazon comme une golf course, tu peux pas faire ça sans te servir d'engrais chimiques puis de pesticides. Et puis, quand que tu mets beaucoup de choses comme ça alentour de où tu restes, puis là que tu laisses tes enfants jouer là-dedans, là, ben, c'est pas trop sain. D'abord, moi, on aime des pelouses que les enfants peuvent jouer dedans. Et puis, mais il faut que tu sois prêt à avoir un petit brin de pissenlit parce que tu ne peux pas vraiment mettre des herbicides alentour à où que tes enfants l'ont joué. Oui, puis c'est pas rien que les enfants, c'est les chats et les chiens et tous les animaux, puis à tous les années, il y a des animaux qui sont rendus malades quand il y a certaines compagnies de pesticides qui viennent pour vaporiser les gazons. Parfois, le chat du voisin se rend malade. Puis c'est documenté à tous les années. Quand ils commencent à vaporiser pour les pissenlits, il y a des animaux qui se rendent malades. C'est commun. Puis si ça rend les chats malades, c'est bon pour nous autres. Ça, c'est des questions à dire. Moi, j'ai toujours aimé des pissenlits. Puis ça, c'est une tradition française de France. En France, avoir des pissenlits dans le gazon, c'est montrer du statut. À pas avoir de pissenlits dans le gazon, ça, c'est une tradition anglaise. Ah oui. So, en France, les gazons ils aiment que les gazons aient des fleurs. So, Gilbert a déjà mentionné ça et tout, puis il faudra répéter ça. L'autre chose qui peut être impactée par l'emploi des pesticides, c'est les insectes et les mouches à miel. Oui, exactement. Puis, l'autre affaire, il faut peut-être parler de comment est-ce que c'est la production standard du gazon. Tu as deux insectes majeurs, des cinch bugs, puis des, comment est-ce qu'ils les appellent, crane fly, qui attaquent le gazon. Oui. Tu as quelques moisissures qui attaquent le gazon parfois. Et puis, des fois, tu as des ratons laveurs, puis des moufettes qui attaquent le gazon. Puis, si tu raques tout le temps l'herbe qui est trop longue du gazon, puis que tu la mets dans le compost, la matière organique dans le gazon baisse pas mal vite. Parce que tu ôtes la matière organique quand tu ôtes le gazon. L'autre affaire, c'est ici dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, on vit avec de la pluie acide. C'est la première affaire qu'il faut faire. Puis ça ne fait pas de différence. C'est que les gazons, ils aiment de la terre douce. Il faut tout le temps mettre de la chaux sur le gazon. Ça ne fait pas de différence si tu restes, puis qu'est-ce que tu fais. Les herbes, grasses, ils aiment ça d'avoir de la terre un petit peu plus douce que même un jardin de légumes. D'abord, c'est important de toujours mettre de la chaux sur tes gazons à tous les quelques années. OK, puis l'autre affaire qu'il faut faire, surtout à ce temps d'année, c'est il faut passer la tondeuse 1 ou 2 fois par semaine parce que ça pousse, comme on dit, ça pousse comme des vernes à cette heure. Pas nécessairement, Paul. La clé, pousser du gazon, c'est comme pousser du foin. Puis, il y a la stratégie traditionnelle de pousser le foin. Puis là, il commence avec ce qu'on appelle la regenerative agriculture. Puis ce qu'il essaye de faire, c'est mettre un petit brin plus de carbone dans la terre, i.e. plus de matière organique. Et puis, il fait ça puis ça, c'est quoi qu'il faisait en tradition? Quand tu avais un gazon, tu
tu faisais ça qui appelait du detaching. Tu ôtais le vieux gazon qui était mort dedans le gazon. Tu raclais, puis tu faisais de l'aération, mais tu ôtais tout le gazon qui était mort le printemps avant que le gazon pousse. Oui, la chaume qu'on l'appelle. Exactement. Là, à cette heure, ils disent que c'est plus important de laisser toute la tâche, la chaume, puis l'herbe qui reste sur le fait du gazon, laisser ça aller dedans la terre. Puis là, ça génère beaucoup plus de vers de terre. Ça aère ta terre plus facilement. Comment tu dirais ça en français? Ça fait de l'aération. Exactement. J'imagine. Et puis, sur les stratégies même de prendre garde à la pelouse évoluent, que tu peux te servir de certaines stratégies plus bio, puis ça travaille. Et puis, nous autres, cette année, c'est comme ça. On n'a pas tondu dans le mois de mai, so on avait beaucoup d'herbes, mais je l'ai ôté parce que je voulais me servir de tout ce foin-là pour mettre dans mon jardin. Parce que cette année, ça va être une année sec, puis j'ai besoin de banquer ma matière organique dans mon jardin parce que je ne veux pas arroser beaucoup. Mais la chambre, on l'a laissée là. On n'a rien pris ça qu'il y avait sur le fait. Et puis, ce qu'on va faire, à la place de tondre à tout 2 fois par semaine, on va essayer de tondre une fois à tous les 2 semaines. Quand ce que tu tonds ton gazon, ce qui arrive, c'est que quand ce gazon pousse, par exemple, 400 pouces, là, les racines poussent 400 pouces. Quand tu le tonds, le fait du gazon n'est plus là. So, les feuilles ne sont pas là pour mettre de l'énergie dans toutes les racines neuves. So, les racines neuves vont manière de se casser puis se défaire. Surtout les tout petites racines. So, tous les fois que tu tonds ton gazon, ça brise les racines de ton gazon. La stratégie que nous autres, on essaye ça avec les animaux dans les parcs aussi, c'est qu'on va laisser le gazon pousser un peu plus haut, le couper un petit brin moins bas, puis laisser donner un break aux racines qui peuvent s'établir puis faire des plus grosses racines comme la 2e semaine qui pousse. Mais ça veut dire qu'on faudra tolérer un gazon un petit brin plus lent ici et là. Ça veut dire que quand je vais marcher pour aller dans le jardin puis placoter alentour des fleurs, je vais mouiller les pieds parce que ça va être un petit brin plus lent. Puis ça devrait aider parce que de l'herbe sauvage ou domestique, c'est une plante que ça fait pas de différence quand elle est coupée, elle se rétablit. Mais quand c'est sec, c'est plus difficile à l'herbe à se rétablir. Puis à cause des sécheresses qu'on a les dernières années, c'est beaucoup plus de stress dessus les herbes. Puis ils ont même trouvé, comme dans les systèmes de Pâques avec le bétail, que dans les 4 dernières années, à cause des sécheresses, le volume d'herbes sauvages qui est produit pour donner à manger aux animaux est gravement réduit. Oui. Ça veut dire quand tu la coupes puis que c'est sec, ça prend plus longtemps l'herbe à se repousser. So, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir un petit brin de plus de distance entre le tondage pour essayer de donner la chance à l'herbe à se rétablir meilleur, d'abord être en meilleure santé. Parce que si l'herbe est trop stressée, au mi-temps de l'été, au mois de juillet, elle va tout devenir jaune. Oui. Là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut ajouter de l'engrais, essayer de la faire pousser, puis là, donner de l'eau, puis il y a, comme pour arroser un gazon, pour avoir un gazon vert, c'est pas vraiment une affaire efficace à faire avec de l'eau. Si vous voulez que ça soit
vraiment vert dans le mois de juillet, peut-être planter un petit brin de trèfle avec votre gazon. Puis quand le gazon va tourner brun, il y aura du trèfle qui sera beau puis vert. Gilbert, j'allais dire une chose, un principe qui sort un peu dans ce que tu dis, ce que tu m'as dit plusieurs fois dans ta philosophie de jardinage bio, c'est tu peux pas juste récolter un jardin. Il faut toujours que tu remettes quoi back dans le sol. Puis, comme là, tu as parlé de laisser la chaume et laisser les coupures de gazon pour retourner au sol. Puis, on dirait que c'est juste un principe vraiment de base. Comment jardiner écologiquement. Exactement. Mais, par exemple, beaucoup de chaume dans de l'herbe, ça travaille moins avec une balle de golf. L'autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup de chaume dans le gazon. Les cinch bugs puis les crane flies, les insectes, viennent pas. Yeah. Si il n'y a pas beaucoup de chaume, les insectes viennent. Parce que les insectes, ces deux insectes-là ont besoin d'une place à rentrer dedans les racines, parce qu'ils attaquent les racines de l'herbe. Puis, ils ont besoin d'un petit brin de terre qui n'est pas couvert pour pouvoir rentrer. OK. So, ça aide avec les insectes aussi. Et puis, comme nous autres, je crois pas que jusqu'on reste que le gazon a jamais été semé. C'était qu'ils ont commencé à tondre le gazon, puis ça, c'est du gazon multi-espèces. Oui. Et puis, il est comme ça, puis il va rester comme ça. Moi, avoir un gazon multi-espèces, puis avoir un petit brin de trèfle, puis un petit brin d'autres fleurs, moi, ça me fait pas de OK. Ben, c'est peut-être un bon point pour mentionner une autre idée qui vient en parlant des pelouses typiques autour des maisons. Ce sont des monocultures et il y a très peu de biodiversité. Exactement. Puis, mais tu peux choisir, par exemple, des combinaisons de différentes herbes qui aident à réduire l'effet de monoculture dans le gazon. Puis, ils ont des différents mix d'herbes. Tu veux pas vraiment rien qu'une espèce, tu veux 4 ou 5 différentes espèces. Puis ça peut être des espèces d'herbes. Et puis, par exemple, le gazon qui sème aux côtés des chemins, ça, c'est une combinaison d'espèces d'herbes spéciales. Ils appellent ça le highway mix, qui est fait pour être négligé. Puis, Oui. d'habitude, ça, pour quelqu'un qui... Puis, c'est comme ça, mon fils, Guillaume, s'achetait une maison neuve, puis il y a une partie du derrière de la maison qui n'a pas été tondue en tout pour des années puis des années. Puis rien qu'en tondant, il va faire l'herbe se rétablir. Puis là, moins de chiens dents, puis toutes ces affaires comme ça va être réduit. Mais si tu commences premièrement avec, faut que l'herbe soit en bonne santé, faut que la terre soit un bon pH. Oui, il faut engraisser notre gazon un petit brin ici et là avec soit du compost ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas comme un brocoli qui a besoin de beaucoup de nutriments. C'est quelque chose un petit brin de nutriments, peut-être un quart de pouce de compost le printemps, ça serait tout. Okay, ben, on peut peut-être commencer à parler de mes recherches. J'ai trouvé 4 alternatives aux pelouses de gazon. Et en fait, parler vraiment de la première sorte, ce qu'il appelle le gazon sauvage. So, c'est une pelouse où il n'y a pas seulement une mode d'herbe, il y en a d'autres. Tu peux laisser ces espèces-là
venir tout seul, dans des plantes indigènes ou des plantes qui poussent sauvages un peu partout, ou tu peux en planter. C'est en ça que tu es en train de dire maintenant, mais y en aura-t-il certaines espèces que tu pourrais recommander qui sera peut-être bon à laisser pousser? Ben, comme par ici, juste tout le monde fait des foins, c'est toute de l'herbe indigène. So, ici, il y a beaucoup d'herbes indigènes qui fleurissent, puis les oiseaux épargnent toutes les graines. Et puis, il y a du monde qui achète ce qu'on appelle un mélange pour du foin. Puis ça, tu peux tourner ça en gazon, pas de problème. Et puis, si tu as un endroit où ce que tu veux établir du gazon, que c'est rien que ta terre, il y a beaucoup de monde qui achète du vieux foin, puis ils mettent le vieux foin. Puis ça, c'est toutes les herbes indigènes, c'est pas mal économique à faire, puis ils épargnent le vieux foin sur le fait de la terre, puis là, l'herbe va commencer à pousser parce qu'il y a tout le temps des graines de foin. Ça, c'est une des méthodes les plus simples. Puis si tu penses, puis c'est une décision que tu fais. Vas-tu tolérer un petit brin de pissenlit? Si tu changes le niveau, comment bas tu tonds ton gazon, les espèces qui vont déménager dans ton gazon vont venir naturellement parce que tu as des oiseaux, tu as toutes sortes d'affaires qui viennent. Mais tu peux acheter comme du hairy vetch ou annual ryegrass, blue fescue, des espèces d'herbes que, par exemple, si tu as un gazon qu'il y a un petit brin, il n'est pas trop épais, là, il est comme sur le fait de ta tête, Paul. Tu peux prendre le printemps, quand que la terre gèle puis dégèle, puis tu peux même acheter du trèfle rouge ou du trèfle blanc, puis juste les parer comme tu donnais à manger à des poules. Juste sur le fait de ton gazon, le printemps, quand que ça gèle puis ça dégèle, puis ils appellent ça frost seeding. Ça travaille bien pour surtout les espèces vivaces. Puis ça que tu fais, tu le tires sur ton gazon, surtout avant une pluie. Comme là, il va mouiller demain. Puis cette année, on fait une expérimentation avec nos pâturages avec les animaux. So, il va mouiller demain. Là, j'ai été mettre du trèfle dans le pâturage avant la pluie parce que là, le trèfle va germer plus vite. Puis là, on essaye d'introduire quelques espèces de plus avec les animaux, puis ça travaille. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de labourer ou faire de quoi de même, mais ça prend un petit brin de patience. Et puis aussi, il faut que le niveau de fertilité, il faut qu'il soit un petit brin plus haut si tu veux établir des nouvelles espèces dans ton gazon. Donc, pour le gazon sauvage, tu as parlé du fait que c'est des plantes locales, indigènes vont pousser là. Pourquoi c'est important d'avoir des plantes indigènes dans une pelouse pour avoir une pelouse écologique? Ben, moi, personnellement, je trouve les plantes sont plus de santé. Ils ne sont pas stressés. Ils sont habitués à notre environnement. Et puis, ils sont climatisés à notre environnement. D'abord, ça travaille meilleur. Et puis, c'est meilleur pour les animaux alentours parce que c'est du manger qu'ils sont habitués à manger. Puis, moi, je trouve personnellement, je crois que ça travaille meilleur. Mes voisins pensent peut-être différemment. Et puis, tu sais, on a-t-il besoin de tondre à tous les semaines? On a-t-il besoin de tondre si souvent? On a-t-il besoin de tondre si bas? Une pelouse à juste que les enfants jouent beaucoup dessus. Oui, tu veux que ça soit assez court parce que
un gazon un petit brin plus court, il y a moins de verre sur le linge quand il se roule dans la tête, dessus le gazon. Et puis, les producteurs de tondeuses de gazon voulant que vous coupiez court parce que là, vous alliez plus souvent. Puis, tu sais, comment tu vas établir ça? C'est vraiment des choix personnels. Et puis, as-tu besoin de tondre totalement à tous les... Tu peux tondre comme du foin. Il n'y a qu'une fois ou deux par année aussi. Oui. Puis, mais c'est vrai tout que je pense que c'est du Kentucky Bluegrass qui est peut-être une des espèces plus utilisées, mais c'est vraiment une espèce qui est point beaucoup bien adaptée à notre région, hein? Exactement. Actually, la Kentucky Bluegrass, puis ça, c'est une des herbes qui sont dans les... Au commencement, ils vendaient une espèce d'herbe à la fois. À cette heure, quand ça jette des graines pour du gazon, c'est des combinaisons d'espèces, puis ça travaille beaucoup mieux que ça travaillait 40 ans passés parce qu'ils vendaient une espèce à la fois. Et puis, les mix comme ça sont beaucoup plus adaptés à nos climats ici. Il y a certains mix qui sont même manufacturés dans la région. Les herbes sont même poussées. Il y a beaucoup de producteurs d'herbes, de graines d'herbes sur l'île du Prince-Édouard, de tous les endroits. Et puis, ils sont même poussés dans la région. Ils sont pas mal adaptés au climat ici. Puis, ça travaille bien. Et puis, c'est comme ça. Puis, tu sais, tu peux les acheter à la quincaillerie, au magasin, pas de problème. Tu as parlé du fait que tu as mentionné au début comme la balle de golf c'est vrai tout qu'il y a cette idée-là. Je pense que ça a été bien vendu par l'industrie commerciale qui vend les produits pour les pelouses, mais probablement on n'a pas besoin de la même qualité de gazon qu'on trouve sur un terrain de golf autour de nos maisons. C'est vraiment, ça c'est fait pour faire, comme tu as dit là, pour faire rouler une balle. Mais c'est peut-être pas le meilleur pour marcher dessus ou pour avoir un environnement sain autour de ta maison. Les terrains de golf sont connus pour être pour employer le plus haut niveau d'insecticides et d'engrais chimiques dans le monde. Et vraiment, les pelouses autour des maisons, j'ai lu ça à toutes parts, on use plus d'herbicides et d'engrais chimiques dans nos pelouses qu'on use dans l'agriculture industrielle. Exactement. La majorité des pesticides produits dans le monde, c'est pour l'usage domestique. L'industrie agriculture se sert de seulement 50% des pesticides qui sont produits dans le monde. L'autre 50%, c'est entre 50 et 75% des pesticides manufacturés dans le monde sont pour l'usage domestique. Incroyable, hein? C'est l'environnement où on vit tous les jours, c'est plus proche de nous, puis on met le plus de produits toxiques. Exactement. Puis c'est une des raisons, c'est que les producteurs agricoles sont obligés de prendre des cours, comment servir des pesticides, et puis ils double dosent pas. Quelqu'un qui prend garde à sa pelouse ou prend garde à son jardin, des fois, 2 fois plus, travaillera peut-être mieux. Puis ça, c'est une des affaires qui est
qu'on ne devrait pas faire parce qu'on risque de s'empoisonner. Et puis, deuxièmement, c'est pas trop bon pour votre santé aussi. Mais ça, c'est une statistique qui est manière d'épeurant. Et puis, c'est aussi, tu sais, tout le monde veut que le gazon puis le cours ressemblent comme les jardins botaniques à Annapolis, tu sais. Mais les jardins botaniques à Annapolis, il y a du monde qui s'arbre à tous les jours. Puis c'est ils sont toujours à prendre garde à tout régulièrement. Puis il y a beaucoup de monde qui travaille que le monde ne s'aperçoit pas. Et puis, si tu veux que ton parterre soit parfait tout le temps, ça prend du travail. Mais il y a du monde qui aime faire ça. Il y a d'autres mondes qui voulaient que ça soit un peu plus relax. Oui. Oui. Ça me fait beaucoup penser, quand j'étais plus jeune, et de mes voisins qui avaient peut-être qu'est-ce de plus, peut-être qu'est-ce de trop. Vers la fin de l'été, son lawn était tout devenu brown. L'arbre était tout jauni. Puis un jour, j'ai passé, puis lui a engagé des landscapers. Puis les landscapers qui ont là en fait peinturer l'arbre jaune verte. Exactement. Puis, tu sais, mais ici, on est dans la nature. On est dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, les roses sont en fleurs. Les roses sauvages sont belles cette année. Ils sont vraiment belles. Ils sont grosses. Ils sentent bon. Quand tu vas pour une marche dans le sauvage, c'est beau. Mais, tu sais, des branches cassées et des affaires comme ça, je peux croire qu'il faut améliorer ça alentour de notre maison, etc., etc. Mais c'est la même affaire. Comme tu peux prendre une stratégie ou un autre. Ça ne fait pas vraiment de différence. Puis il y a du monde qui ont décidé qu'ils allaient laisser le gazon pousser et fleurir pour aider aux insectes bénéfices. Il y a certains mondes qui prennent la moitié de le gazon, puis ils laissent pousser 5 ou 6 semaines, puis ils tondent avec l'autre moitié. Puis là, ils changent de moitié à tous les mois. Ça, Oui. Ça fait qu'il y a toujours quelque chose en fleurs pour les insectes bénéfices. Ou qui prennent rien qu'un côte, comme qui faisent le tour de lui par terre, qui laisse une strip de 10 pieds pour que ça fleurisse avec les fleurs sauvages, comme les Queen Anne's Lace, puis les pissenlits, puis le trèfle, puis tout ça. OK. Ben ça, c'est la deuxième grosse option. Au lieu de voir un lawn, c'est de laisser ça devenir un pré sauvage ou un meadow qu'on appelle. Mais est-ce qu'on peut, pour avoir ça, est-ce qu'on peut juste simplement arrêter de tondre puis laisser l'arbre pousser haute? Ou faut-il être un peu plus actif à gérer ça? Tu peux le faire les deux manières. Moi, je connais du monde qui ont, surtout près de la côte, parce qu'ils voulaient en réduire l'érosion. So, quand ça arrive proche de la côte, ils arrêtent de tondre. Et puis, de même, l'herbe pousse plus haut, mais les racines sont plus longues, puis ça réduit l'érosion. Et puis, tout ce que tu as besoin de faire, c'est arrêter de couper. Tu verras après 4-5 ans l'évolution de cette section-là. Tu peux même tondre ce gazon-là une fois par année, mais je ne recommande pas que tu tondes le gazon le printemps. C'est mieux que tu le tondes l'automne, parce que le printemps, les oiseaux nichent dans de la peau. D'abord, tu ne veux pas que le gazon
soit tondu quand les oiseaux sont en train de nicher. D'abord, c'est peut-être mieux, tu faucherais la meadow au mois d'août, au mois de septembre. Puis, si tu la fauches une fois par an, là, tu n'auras pas l'établissement des herbes feuillues comme les varnes. Les varnes. Ça travaillera, tu le fauches une fois par an au mois d'août, à la fin du mois d'août, puis ça revient, puis tu laisses tout cela, tu fauches ça, puis tu laisses cela, puis là, les vers de terre vont tout amener ça dans la terre, puis ça fertilisera aussi en même temps. Puis là, tu peux aussi s'aimer ce qui appelle des wildflower mix. Et puis, ça, c'est facile à faire aussi. Tu fais ça le printemps. Tu veux peut-être racler ta section d'arbres avant pour faire que la terre se monte un petit brin plus. Puis ça, d'habitude, ça qui recommande quand tu plantes comme un wildflower mix, c'est que tu prennes de quoi comme de la tourbe ou même un peu de terre, puis tu le mêles avec les graines, puis là, tu l'épandes dessus la terre le printemps, puis c'est tout ce que tu as besoin de faire. Il recommande que tu sables un peu les fleurs sauvages que tu veux pas qu'ils restent là. Puis ça, c'est un choix personnel. Oui. Je me rappelle, quand je restais à Sonyville, notre lawn, quand on a premièrement acheté la maison, le lawn, ça n'a pas été coupé depuis longtemps. Puis il y avait, c'était mêlé de Margaret, de Brown-Eyed Susan. Vraiment, il y avait toutes sortes de fleurs là-dedans. C'était vraiment beau. J'ai toujours aimé ça. Puis après, quand on avait commencé à faucher, ben, dans le canal, c'était encore paquet de fleurs. Oui, exactement. Puis, par exemple, comme c'était temps ici de l'année, les marguerites, comme dans les champs, jusqu'il y a du bétail, puis tu vois les endroits où le bétail n'a pas encore été, les marguerites commencent à fleurir cette temps ici de l'année. Oui. Une affaire avec l'idée du pré comme alternatif aux pelouses, aux lawns, c'est quand même, c'est point fauché. So, c'est haut, point cet espace, disons que les enfants pourraient peut-être point jouer dans la même façon. Ben, avoir une pré, tu peux pas vraiment jouer au soccer, hein, Paul? C'est ça, c'est ça. So, il faudra peut-être avoir un mélange, comme peut-être qu'il y aura des parties, parce qu'il y a vraiment, dans Claire, il y a du monde qui fauche des gros serpentages de terre. Exactement. Oui, et c'est pas nécessaire à toute part, juste faire autour de la maison. Ben, nous autres, quand on était jeunes, on jouait à la balle molle, puis au soccer dans les champs, jusque les fermiers coupaient le foin. Puis si le foin venait dépasser nos bas, c'est dans ce temps-là que les fermiers allaient jurer après nous autres d'être dans le champ. Mais si tu jouais au soccer, puis tu jouais à la balle avant que le foin vienne, comme on avait des bas qui venaient jusqu'en bas de nos genoux, right? So, si qu'on allait, après que le foin devenait une certaine hauteur, c'était pas une bonne idée de trapigner dedans. Mais avant, ils nous laissaient jouer dedans. So, c'était rien que la différence, hein? Oui. Une espèce que j'ai vu recommander beaucoup, c'était de planter, d'ajouter beaucoup de trèfle. Exactement. Puis, dépendant de l'espèce, comme il y a du trèfle blanc qui pousse rien qu'à peu près 4 pouces de haut. Puis là, tu as le trèfle rouge qui pousse à peu près entre 6 et 12 pouces de haut. Puis là, tu as le trèfle jaune qui pousse jusqu'à 3 pieds de haut. Oui. Puis, rien qu'en choisissant l'espèce que tu plantes, tu peux choisir si tu as une pré sauvage courte ou une pré sauvage
plus hautes. Oui. Donc, quelque chose comme du trèfle, c'est bon pour les abeilles, puis c'est bon pour les insectes bénéfices aussi. Puis l'idée d'un pré sauvage, c'est qu'il y aura une grande diversité de différentes fleurs, de différentes saisons de floraison, de différentes saisons. So, il y aura de quoi tout le temps. Et c'est à ce point-là que si tu veux faire ça, tu peux ajouter des espèces pour augmenter la diversité. Hein? Exactement. Y a-t-il des plantes que tu aimes en particulier peut-être penser d'ajouter? Ben moi, une de mes favorites, c'est comme du hairy vetch ou du trèfle parce que ça ajoute l'azote. Mais aussi, les fleurs sont bonnes pour surtout les colibris. Et puis, il y a beaucoup de nectar dedans. Mais ils s'entremêlent une à l'autre, ça, c'est de la misère à marcher dedans. Oui. Ça, c'est des avantages. Et puis, moi, ma fleur sauvage, la favorite, c'est la marguerite. Oui. Ça, c'est une de mes fleurs favorites. Puis, puis moi, le restant, ça me fait pas. Moi, je suis pas difficile quand ça vient au pré sauvage, mais comme les prés sauvages aussi, c'est là, il y a beaucoup d'insectes qui préfèrent être dans des prés sauvages que dans du gazon tondu. Oui. D'abord, tu as une différente biodiversité dedans. Hein? Qu'est-ce que tu penses des lupins? Ben, ceux-là, ils sont belles. Puis, une fois qu'ils sont établis, c'est de la misère à désétablir. Mais, ils sont présents pour le bétail. Il faut être surveillé jusqu'on en plante. Mais ils poussent sauvages aux côtés des chemins, puis ils sont extrêmement belles. So, pour un pré sauvage autour d'une maison, il y aura peut-être moins de problèmes. Ça ne serait pas de problème. Puis, actuellement, eux fixent l'azote aussi. Oui. Puis, une autre plante, c'est la goldenrod. Oui. Celle-là est bonne pour les abeilles aussi. Ça, c'est une plante que, à l'automne, les abeilles, la goldenrod, le pollen est haut en protéines. Ça aide les abeilles à hiverner. D'abord, si il y a des ruches alentour de chez vous, c'est mieux d'encourager quelque chose comme ça. Pour un pré sauvage, qu'est-ce que tu recommanderas pour améliorer la qualité du sol, ou est-ce que ce sera une inquiétude du tout? Dans les prés sauvages, une fois que l'écosystème est établi, mais c'est bon d'avoir au moins 5 ou 6 différentes espèces, mais moi, j'ajouterais toujours du trèfle. OK, oui, pour avoir l'azote, du nitrogen. Exactement. Oui. Et puis ici, en clair, on a même des pois sauvages. Hein? Au côté de la côte, on trouve toujours des pois sauvages. Puis ça ajoute de l'azote aussi. Oui. Puis, juste pour souligner, tu recommandes pour des prés sauvages de faucher peut-être juste à l'automne? Juste à l'automne. Moi, je une fois par an? Une fois par an. Si tu décides de les faucher 2 fois par an, les fleurs qui s'établiront sont différentes. Oui. So, peut-être que tu vas essayer dans la moitié fauchée 2 fois par an, l'autre moitié 1 fois par an. Puis si tu décides de faucher le printemps, c'est important que tu les fauches avant que les oiseaux migrateurs viennent. OK. Parce qu'il faut prendre la considération avec les oiseaux migrateurs, surtout ceux-là qui établissent, qui fassent leur nid dans des prés. Hein? Et qu'est-ce que tu recommandes de faire avec
le foin coupé dans ce cas-là? Tu quittes plus là? Ça dépendrait. Moi, la majorité du temps, je le laisserais là. Comme nous autres, jusqu'on fait notre foin, on le fauche le printemps et puis on laisse le foin dessus la terre. Puis là, le foin se monte, puis là, les vers de terre, ils prendront le vieux foin, puis ils le mettront dans la terre. Ça aide à lever le montant de matière organique dans ta terre. Puis c'est de l'engrais. Gilberte, notre temps a vraiment flyé, mais on a quasiment arrivé au terme de notre émission au sujet des alternatives aux pelouses. Mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives qu'on n'a pas touché dessus, comme vraiment un peu plus radicales qu'on n'a pas mentionné, que tu pourrais peut-être penser? Il y a du monde qui tourne le pelouse en couche de fleurs. Il y a du monde qui tourne le pelouse en jardin, même en avant de la maison. Et puis, pour moi, c'est important d'avoir de quoi de vivant alentour de toi. Dépendant à où tu restes, comme si tu restes dans une grosse ville à où il y a beaucoup d'ombre, c'est beaucoup plus difficile à avoir une pelouse. Comme ici, c'est pas trop ombreux, ça c'est moins difficile à avoir de pelouse, mais s'il y a beaucoup de gros arbres alentour, c'est parfois difficile à avoir de la pelouse. Moi, j'aime l'idée d'une prairie ou des couches de fleurs, mais tu peux même, tu sais, n'importe quoi. Il y a du monde, à la place d'avoir une pelouse en avant de la maison, avant des jardins devant les maisons. Dans le vieux temps, le jardin était plus près de la maison. Ça, c'est beau aussi. Moi, j'ai un ami qu'elle a pris sa pelouse en avant de sa maison. Elle avait des chiens. Puis les chiens avaient la pelouse en arrière de la maison. Puis elle voulait un jardin. Puis tu sais, des fois, des chiens, ça gratte dans des jardins. So, elle a viré toute sa pelouse en avant de sa maison en jardin. Puis c'était beau. Oui. Moi, j'ai une amie qui a laissé ses voisins faire pâturer les brebis sur son lawn. Ils ont un système de clôture ou de bouchure mouvable et so ils pourront déplacer les brebis n'importe où. So, là, ils sont sur son lawn à Yale. Et la semaine suivante, ils vont manger là pour une semaine. Tout sera coupé, puis là, ils vont changer de place et ainsi de suite. Il y a plus qu'une manière à faire les affaires. Puis, oui. Quand tu mets des animaux pour ton gazon, des fois, ils laissent des petites traces ici là, puis oui. ils ne peuvent pas vraiment marcher nu-pied, là. Puis ça, c'est quelque chose comme, il y a beaucoup de monde qui aime relaxer puis marcher dessus le gazon. Marcher nu-pied dans le pré, c'est un petit peu plus difficile, oui. mais ça se fait pareil. Puis peut-être c'est aussi simple que faire un petit chemin. Moi, j'ai un voisin il avait décidé puis je pense à cause de la pandémie, il tourne autour du champ de foin. Il fait c'est quasiment comme une traque de jogging autour du champ de foin parce qu'ils veulent marcher. So, oui. Tu peux toujours te faire du chemin. Moi, je connais quelqu'un que pour amuser les enfants, il y avait une prairie en arrière, puis ils ont tondu comme un labyrinthe à travers de la prairie pour que les enfants s'amusaient dedans, oui. etc. So, il y a plus qu'une affaire à faire. So, oui, il y a plusieurs alternatives, puis j'espère qu'on a
semer des idées neuves. Le lawn autour des maisons est pas écologique. C'est vraiment un désastre écologique. So, j'espère que le monde... C'est une monoculture, mais Oui. au jour d'aujourd'hui, les gazons, comme ils essayent de pas faire ça comme une monoculture, ils font ça plus comme comme ils essayent d'ajouter des différentes variétés, puis c'est ça, comme quand même que tu as des petites fleurs qui fleurissent ici et là. Ça fait pas vraiment de différence. C'est que moi, j'ai tout le temps aimé des différentes couleurs. J'ai toujours aimé ça dans ma vie, mais c'est comme ça. Moi aussi, ça me fait pas de différence quand même. Mes cheveux sont pas tout le temps à la bonne place non plus. So. OK. Ben, ça, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Gilbert. Et merci pour avoir écouté l'émission Jardino en santé sur les ondes de CIFA. Et on a une page Facebook si vous voulez nous envoyer un message ou nous demander une question. On aime bien ça. Puis j'espère que vous reviendrez le motivant pour une prochaine émission de Jardino en santé. Bonsoir tout le monde.